Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir. Alors le vidéogramme que vous vous apprêtez à voir ici même concerne un véhicule, un Volkswagen Corrado VR6, dont la motorisation est un 2 litres 900 millilitres de 192 chevaux-matiques, qui appartient à mon ami Norman. Alors, petit rappel des faits, alors ce vidéogramme est une espèce de partie 2, la partie 1 se trouve juste ici. Voilà, je la mets en description en première ligne. Donc le rappel des faits, disais-je, Norman a confié son véhicule à un garagiste pour la raison d'une présence de mayonnaise, en quelque sorte, dans le liquide de refroidissement. Donc la mayonnaise, hein, c'est un terme mécanique qui désigne le liquide de refroidissement mélangé à l'huile. Voilà, d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait de la mayo, c'est en mélangeant des œufs, de l'huile, de la moutarde, etc. Là dans un moteur, c'est liquide de refroidissement et huile. Et il n'y avait pas de mayonnaise dans le circuit d'huile, uniquement dans le circuit de refroidissement. Les personnes qui sont intervenues à 2 reprises ont remplacé le joint de culasse, puisque en effet, un des symptômes principaux du joint de culasse, c'est la présence de mayonnaise, mais généralement dans la partie huile, tu vois. Mais il peut y en avoir aussi dans le liquide de refroidissement, etc. Donc c'était un petit peu la confusion qui a fait que. Et coup sur coup, 2 fois de suite, le joint de culasse a été remplacé, mais n'a pas corrigé le problème. Norman, exaspéré, a donc confié son véhicule pour la 3e fois à un garagiste qui, cette fois-ci, lui a dit que le moteur était complètement mort, etc. Et il s'est avéré finalement que c'était le petit radiateur d'huile, une petite pièce à 30 € qui se trouve devant le moteur, qui aurait pu être remplacée. Voilà. Encore fallait-il pousser le diagnostic jusqu'à incriminer cette pièce et la tester, ce qui n'a malheureusement pas été fait du côté de chez Norman, voilà. Donc il m'a contacté, enfin il m'a contacté, on se connaissait pas encore très bien à l'époque, donc il m'a contacté pour ça. Aujourd'hui on est des grands potes si tu préfères, et il m'a demandé si je pouvais prendre en charge son véhicule. J'ai accepté bien évidemment, et de ce fait on est parti sur une recherche de cette cause, hein, qui était la présence de mayonnaise, et avec Charlie, le grand rectifieur de l'univers, nous avons mis sous pression le radiateur d'huile, et en effet ce dernier était défectueux, il y avait une fuite. Voilà. Donc la pression d'huile étant plus forte que la pression du liquide de refroidissement, et ben c'est l'huile qui partait dans le liquide de refroidissement et qui générait cette mayonnaise. Bien évidemment, de la mayonnaise n'a pas le même pouvoir réfrigérant, j'ai envie de dire, que le liquide de refroidissement, ce qui a engendré des surchauffes diverses, etc. Et qui a généré toutes les problématiques, notamment une élévation de la température de l'huile, qui a généré comment dirais-je, une usure des coussinets de bielle. Donc il était plus que nécessaire d'intervenir sur ce moteur. Voilà. La première partie, c'était l'analyse scientifique de ce qui s'était passé. Et la deuxième partie, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'assemblage du moteur. Donc on voit ça tout de suite. Bon, alors ici, on se retrouve face à ce bloc. Ah, c'est pas tous les jours que j'en aurai un, tu sais, donc je filme bien la référence. Voilà, ABV. Voilà. Aucune différence particulière, enfin aucune différence. Si, la cylindrée bien sûr, la lésage, comme dirait Charlie. Mais mis à part ça, c'est un VR6 12 soupapes tout à fait classique. Rien du tout ne change. D'ailleurs, en parlant de rien du tout ne change, nous allons parler aujourd'hui de la culasse. Ah, il y a beaucoup de nez qui vont saigner là. Tu sais quoi? Regarde, regarde, on est le combien là? On est le 1er décembre. On est le 1er décembre, ouais, c'est exact. Je filme quasiment en même temps que je mets en ligne. Ça devient une prouesse. Ah, ça c'est la fibre, tu sais. Va voir sur les forums le nombre de topics qui vont être modifiés là. Vas-y tout de suite. Vas-y le plus vite possible. Ah, il va y avoir beaucoup de saignements de nez, je te le dis tout de suite. Hein. Oui, les culasses de litre 9, elles sont gonflées, elles sont reprogrammées, et les conduits sont plus gros. Lubrification accrue, cousin. C'est bon, t'es calmé? Il n'y a absolument aucune différence, mais alors aucune différence quelconque entre une culasse posée sur un bloc ABV et un bloc AAA. Ni entre d'autres références qui éventuellement m'échapperaient parce que sur le coup là j'y pense pas, mais dans les grandes lignes ce que je veux dire c'est que le bloc 2 litres 900 millilitres n'a pas une culasse spécifique. C'est une culasse de 12 soupapes tout à fait classique. J'aurais pu jouer au 7 jeux, la ta mère, ils me font bégayer. J'aurais pu jouer au jeu des 7 différences,
en commençant à mesurer ceci, mesurer cela. Mais je vais te faire un truc encore 10 fois plus simple. Volkswagen ont pour habitude de faire 1 milliard de références pour le moindre changement de quoi que ce soit sur un élément. On est bien d'accord? Tout le monde sait qu'il y a des durites qui sont interchangeables parce qu'il y en a une qui fait 5 mm de plus. Et bien celle qui fait 5 mm de moins, et ben elle a une autre référence que celle qui fait 5 mm de plus. C'est comme ça. Dans le groupe VAG, on met une référence pour une pièce avec certaines spécificités. Et là, la culasse que vous avez ici sous vos yeux qui était posée sur le 2.9, voici sa référence. Ici, vous avez une culasse de 2,8 et voici sa putain de référence. Voilà. Donc tous les forumers, les mythomanes et autres, je ne sais qui, j'en passe. Ah oui, moi je vois une culasse de... Ah bah non, désolé. Alors, pour votre défense et pour, voilà, je vous mets un petit pansement en dessous du nez pour absorber le sang qui coule. En effet, les arbres à cam ont une référence différente. Je vais les déballer, on va procéder à quelques mesures pour essayer de comprendre. Sauf que malheureusement, je ne suis pas outillé, mais oui, pour procéder à des mesures précises de ces cams. Alors bien évidemment, par curiosité scientifique, j'ai pris mon pied à coulisses et j'ai mesuré les cams. Je n'ai constaté absolument aucune différence avec mes mesures à moi. Bon alors après évidemment, j'imagine que ce sont des machines spécifiques qui étudient la chose. Mais enfin bref, quand bien même ils sont absolument identiques, en tout cas visuellement, et puis avec les quelques mesures que j'ai prises, eh bien la faible et infime différence qu'il doit y avoir, bien évidemment, puisque les références sont différentes, eh bien, justifie que les références sont différentes. T'as vu à quel point ça a du sens ce que je dis, ta race. Ici nous avons les références qui apparaissent ici. Alors elles sont incomplètes. J'ai été les chercher pour vous spécifiquement. Voilà mon écriture. Regarde ça. C'est pas une écriture de putain de dinosaure, ça. Donc, arbre à cam de 2.9, tu vois. Par exemple, pour le plus court des deux. 0,21, 109, 102A. Alors que pour le 2,8, 0,21, 109, 102B. Alors que si tu les regardes comme ça, bah, tu ne vois absolument aucune différence à l'œil. Et voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait une moindre et insignifiante et ridicule différence dans la conception des culasses, bien évidemment qu'elles auraient une référence qui serait différente. Voilà. Bon, trêve de... Bon, voilà. On va s'attaquer au bloc. Du coup, le bloc, je vais le retourner. On va prendre le vilebrequin. Vilebrequin que voici, qui a été contrôlé, etc. Et ici, nous avons donc les coussinets que nous allons réinstaller. Alors, il y a les coussinets supérieurs, ici même avec cette ouverture qui permet le passage de l'huile. Ouais, la netteté se fait sur des autres trucs. Cet appareil ne sait pas. On s'est jamais entendu, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et ici, ce sont les coussinets du bas sans ouverture. Voilouf. Bien évidemment, il y a aussi les cales latérales. Visserie neuve, bien évidemment. Alors, vu qu'on est sur un 12 soupape d'à peine 200 chevaux, eh bien on peut laisser la visserie d'origine en 10.9. Sur des montages un peu plus performants, ça peut être intéressant de mettre du 12.9 de TDI. Les gicleurs, soit tu en remets des neufs, soit tu remets les anciens, ultrasonisés, c'est comme tu veux. Ceux-là, ils ont été ultrasonnés, voilà. Donc, je retourne le blocus, on installe tout ça et c'est parti. Bon, c'est pas tous les jours qu'on voit l'intérieur d'un VR aussi propre. C'est un truc de dingue, Franchement, je sais pas. C'est beau. Un peu de sérieux. Alors, les gicloirs, ça s'insère like that. Plouf. Voilà, donc tous les gicleurs sont en place. Je vais quand même les enfoncer un petit peu, mais vraiment en faisant super attention pour pas abîmer les billes. Et ensuite, on installera les coussinoirs. Du coup, tu prends le coussinet comme ça. Tu vois? La netteté va-t-elle coopérer? Grand mystère, tu sais. Voilà. L'ouverture qui est là, c'est pour le trou d'huile qui est ici. Ah, c'est bien. C'est bien, de toute façon, t'as une accroche. T'as un ergot là. Il faut que tu le mets là. Donc il faut bien nettoyer ça, pas forcément le graisselet, mais au moins qu'il soit exempt de toute poussière ou de merderie. Pareil pour le coussinet, très propre. Pas la peine de le frotter avec un chiffon, surtout pas cette partie-là. À la limite, un petit coup de microfibre, mais pas un truc pour le rayer ou le griffer ou autre.
Et ensuite, clic, 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 on installe les sets. Maintenant, alors, les tourillons, très important. Je te recommande de tout nettoyer, d'essuyer plutôt. Pour ce faire, tu peux utiliser comme moi un truc un petit peu gitan, c'est-à-dire une bandelette de microfibre que j'ai découpée, qui fait à peu près la largeur pour bien essuyer. Tu vois, regarde, par exemple celle-ci. C'est la mise au point, tu sais, c'est un truc. Voilà. Elle est un peu dégueulasse, je ne l'ai pas encore faite, alors que ici, tu vois, c'est métal, quoi. Il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Donc il faut le faire sur tous les tourillons et ensuite mettre un peu d'huile et puis voilà. Bien huilé. Avec une petite burette d'huile. Donc là, on a bien huilé le vilebrequin. Tu vois le petit trait d'huile. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Maintenant, on installe les coussinets directement sur ces paliers-là. Alors, ils sont numérotés. Hein. De 1 à 7. Bah, le 1, forcément, c'est ici. Puis, ça va jusqu'à 7, quoi. Ok. Donc, les paliers ont été remis en place. Ils ont été serrés. Donc, c'est du M10. Le serrage, c'est 30 Newton et 180 degrés. On peut voir ici. Ouais, j'ai mis une sangle, en fait, parce que sinon, quand tu veux serrer, forcément, bah, le bloc, il tourne. Ah, ça, c'est sûr, à grand. Donc, on peut regarder ici. Donc, la cale, elle est bien libre. Celle-là aussi. Bon, alors ici, cette culasse. Il faut que je te parle d'une constatation que j'avais faite dans la première partie, mais que je n'avais pas mise en ligne, si tu préfères. Je te la passe tout de suite. Bon, alors là, tout de même, il y a un truc qui m'interpelle, là, et qui fait que je dois filmer, parce que ça ne va pas, là. Regardez dans les conduits d'échappement, comment ça se passe. C'est bourré de calamine, en fait. Mais grave, hein, c'est vraiment très épais, hein, ce qu'il y a. Et là, je viens de retirer la soupape du cylindre 5 d'échappement. Et en fait, la surface d'appui du siège, elle est toute noire, collante. En fait, ce moteur, bah, il consommait de l'huile, certainement. Enfin, en fait, ça sent l'huile et l'essence en même temps. C'est assez particulier. Là, on voit bien, tu vois, c'est vraiment une espèce de goudron tout colleux, là. Si je l'avais pas mis au montage, c'est parce que je m'étais dit, putain, tu vas devoir te justifier, expliquer pourquoi il y avait eu ce problème-là. Et en fait, vu que c'est un moteur que j'ai pas vu tourner, je pouvais pas forcément vous faire part de quoi que ce soit là-dessus, tu vois. Ça aurait été un diagnostic, il y aurait eu des questions en commentaire, pourquoi, comment, etc. Bref. Sauf que, parce qu'on est bien d'accord que cette problématique de soupape bourrée de matière noire, j'aurais pu ne pas vous en parler. Là, je passais un coup de chiffon sur la culasse et on n'avait plus de traces de ce fait. À un moment donné, lorsque je sors les pistons de la machine à ultrasons, je vois ça. Ça ici. Et je me dis, mais merde, c'est une marque de soupape, ça. Je dis, putain, cherche pas. À force d'avoir rectifié la culasse, du coup, elle est beaucoup plus basse que ce qu'elle devrait l'être. Et les soupapes, elles touchent les pistons. Putain, merde, fait chier. Mais en fait, non. Non, non, non et non. Parce que ces pistons étaient recouverts d'une pellicule noirâtre. Donc c'était du dépôt de carburant, en fait, c'est de la suie. Et cette suie venait recouvrir cette marque. Ce qui veut dire que cette marque de soupape date de bien avant la propriété de Norman. Ce qui signifie que, parce que tu sais, on a fait une enquête avec Norman, je dis comment ça se fait qu'il y a des marques sur les pistons, essaie de comprendre, machin truc. Et en fait, il a regardé dans ses factures, et ça explique pourquoi en fait la distribution était neuve. Rappelez-vous, ça m'avait surpris. Quand j'avais vu le patin de distribution, je dis, bah merde, il est neuf ce truc. Et Norman ne se souvenait pas avoir fait changer la distribution. Il avait juste fait joindre culasse, mais l'intervenant, le mécanicien, un garagiste, n'avait pas démonté la boîte de vitesse pour changer l'intégralité du kit de chaîne de distribution, tu vois. Ah là 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 là. En fait, c'est un moteur qui a souffert dans son passé. Donc, il n'est pas usé dans l'absolu, mais il était vraiment temps que cette voiture change de propriétaire, quoi. Parce que, en fait, pourquoi? Quand on voit la gueule des coussinets, enfin la gueule qu'avaient les coussinets, c'est un moteur qui était extrêmement sollicité à froid. Et quand on voit ça, là, la marque de soupape, c'est-à-dire que la distribution, elle a déjà été rompue à un moment donné. Et quand une distribution, elle rompt avant 100 000 km, en tout cas sur un VR6 12 soupape, parce que moi j'ai jamais vu ça, hein, bah c'est que le mec,
Il l'enculait la voiture, je suis désolé d'utiliser ce mot-là. Mais le mec, il est en train de la marbrer. Il l'a marbré. Tu vois, le moteur, il a souffert. Et c'est pour ça que, avec des sollicitations à froid, bah, la pression d'huile, elle montait à je sais pas combien de bars. Et c'est pour ça que le radiateur d'huile est passé à travers et tout. En fait, au bout d'un moment, les objets finissent par te parler, tu vois. C'est un truc de fou, tu finis par tout comprendre. Putain de merde. Donc voilà, aujourd'hui, cette voiture est dans les mains de Norman. Et il va repartir à 0 km, sa race. Putain, ça fait pas plaisir ça? Alors, tous les sièges sont propres. Toutes les soupapes sont rodées, donc c'est un plaisir à faire sur 12 soupapes. Parce que c'est plus rapide que sur les 24. Alors les soupapes, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Il y a encore quelques traces. Franchement, c'était le chaos à récupérer. C'était vraiment un truc de dingue, quoi. Bon, bah écoute, ces choses-là, on les a déjà vues des tonnes et des tonnes de fois. Donc là, je vais remettre les soupapes, je vais remettre les ressorts, etc. etc. Sur la chaîne, il y a eu plusieurs vidéos où j'ai parlé de ça. Donc je ne vais pas me répéter encore une fois. Je vais tout simplement reprendre les opérations et on se retrouve tout à Loire. Mais c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah la prochaine fois, ils n'auront qu'à arrêter Mère Teresa. Exactement. Le plan de joint n'a pas été rectifié davantage par Charlie. Les mesures ont démontré que le plan était plat. Et il l'est suffisamment. Elle a été rabotée 2 fois dans sa vie, donc on va peut-être pas en rajouter une couche non plus. Hein. Donc voilà, la culasse c'est fini, les soupapes sont remontées, etc. Elle attend juste son remontage. Ici, le vilebrequin est en place, avec tous les paliers, etc. Tout est en place, donc il n'y a plus qu'à remettre les bielles. C'est une opération que j'ai déjà filmée il y a quelques années, je crois. C'était sur un 3,2 litres justement. La procédure est exactement la même, hein, de toute façon. Donc vous pouvez vous référer à d'anciennes vidéos. Hein. Bon, ici, tous les biellons sont en place. Nouvelle pompe à huile, hein, bien évidemment. Hein. On va pas remettre l'ancienne. Hein. Hey. Avec son petit tuyau lié. Le tuyau ne sera pas remplacé puisque le carter est absolument neuf. Il n'a jamais subi de choc. Et pour cause, le véhicule n'a jamais été rabaissé. Mais Norman vient de le rabaisser à l'instant. Combien de temps cela va-t-il durer? Cela dépendra bien évidemment des routes, hein, de sa région. Alors, s'agissant ici du tuyau qui est plat des deux côtés, il faut bien sûr utiliser ce joint-là. C'est le joint plat. Hein. Voilà, il existe des versions avec un joint un peu torique, quoi. Voilà, c'est pas beau ça, hein, tout neuf, tout propre. Je vais mettre le joint, mais vu que c'est le joint au BD1, un petit peu de pâte, que ça. Et un petit peu, hein, un petit peu pâte siliconée. Donc substance étanchéisante hein, pour les intimes, voilà. Un petit peu. Ouais, j'en ai mis un petit peu trop, c'est... Voilà. Bon. Au moins, ce sera étanche. Parce que tu sais ce que ça fait, hein, de remonter ton moteur et de voir une petite gouttelette d'huile. Tu ne sais pas? Bah moi non plus, parce que je mets cette quantité. Voilà. Bon, alors ici, carter en place, etc. Bon, le plan de joint, bon, il est un petit peu, il est pas extrêmement sale, mais il y a quand même quelques petites marquettes à droite à gauche. Hein. Donc ça va être poncé, bien évidemment. Là, l'idée, c'est de bien nettoyer les fûts de filetage. J'utilise pour ce faire une vis que j'ai sacrifiée. Donc une vis, ça coûte 4 € grand max. Hein. Donc avec une lame de scie ici, plif et plif. Tu vois, un peu comme un tarot en fait, si tu préfères. Et puis, j'ai appris ça d'un vrai préparateur de ouf. Hein. Fred, je ne sais pas si c'était là dans le public. Peut-être que oui. Voilà. Il est super important, les filetages, de bien les refaire, tu sais, avant. Si c'est un moteur que tu as ouvert et que tu as laissé comme ça, machin, ok. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de refaire les filetages. Mais si c'est un bloc que tu achètes qui est déjà ouvert et tout, tu peux être certain que les filetages sont tout pourris. Voilà. T'as vu la merde? Il y en a du brin dans les filetages. Hein. Ton 4e joint de culasse. Tu vas essayer de le garder celui-là. Putain. 4e jointi. C'est marrant, il y en a qui sont restés amorcés, il y en a qui se sont désamorcés. Pourtant, je les avais mis dans l'huile. Hein. Et comment tu le vois aussi, que c'est amorcé, désamorcé? Ça doit pas être mou.
Oh, lui, il est dur comme un cul. C'est-à-dire qu'il est rempli d'huile. Mmh. Le poussoir, il est là pour amortir le jeu entre la came et la tige de soupape, tu vois, et la soupape. Bon, mes acolytes, dans les minutes qui vont se poursuivre de la vidéo, ce qui va être dit, c'est plus de l'information un petit peu vraquière. En fait, si tu veux, quand ma femme, elle me filme, je balance un petit peu de choses au pif, tu vois, des informations un peu quelconques, qui sont soit en liaison avec le sujet de la vidéo, soit pas. Voilà. Et dans toutes les vidéos, il y a un petit peu ces périodes creuses. Et ces périodes creuses, ce qui peut se passer, c'est que si quelqu'un vient voir le sujet principal de la vidéo, il peut se dire, tiens, ça dévie un petit peu, ça devient ennuyeux, donc je m'en vais, et du coup, la personne va quitter quelque chose qui peut-être aurait été beaucoup plus intéressant par la suite. Ces phases-là d'information vraquière, information en vraquière, j'invente des mots, je les appelle du remplissage. Voilà, c'est de l'information, c'est je parle à la caméra. Si tu as envie d'écouter, t'écoutes. Si tu as envie de passer à autre chose, tu peux skipper, etc. Donc je vais mettre le mot remplissage en bas de l'écran en rouge. Il te suffit d'aller un peu plus loin dans la vidéo jusqu'à ce que ce mot disparaisse, auquel cas on revient dans le sujet principal de la vidéo. Voilà. J'invente ce concept qui, je pense, va être volé dans quelques temps, voire même instantanément sur d'autres chaînes, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà, remplissage, c'est parti. Je suis beau ou pas? C'est vrai? C'est bien. Il faut être beau dans la vie. À un moment donné, je travaillais pour une personne, que je ne nommerai pas, la mère Monceux, qui avait dit tout le monde peut être beau. Je dis bah non. Ben non, il y en a qui sont pas beaux, parce que c'est comme ça. Elle m'a dit si. Être beau, c'est pas forcément physique, c'est la condition dans laquelle on est, tu vois. Par exemple, si tu prends pas soin de toi, que tu pues, que tu prends une douche tous les... Bah jamais, parce qu'il y en a qui prennent jamais de douche, faut le savoir. Hein. Bah tu n'es pas beau. Parce que quelqu'un qui pue n'est pas beau. Là t'as mis de l'huile, mais t'as mis de l'huile juste comme ça. Bah c'est pour pas que les cames soient posées sur l'alu, enfin les arbres à cames, pardon. Regarde cette précision chirurgicale, regarde. Il n'y en a même pas qu'à couler à côté, gars. Hop. Hein, monsieur. On se croirait à l'usine Bentley. Est-ce qu'un jour vous allez me faire des dons, les gars? En fait, je sais pourquoi les gens font pas de dons de manière générale. Pas sur YouTube, dans la vie, quoi. Je me rappelle quand j'étais tout petit, maman, ma mère m'avait dit, comment dirais-je, une fois, il y a un mec qui était venu, enfin, c'était l'époque où il y avait des cafés dans tous les coins. Tu sais, dans les rues, tout ça. Dans les années 80, les cafés, il n'y avait que ça. Hein. Partout, tu avais des cafés. Et il y a un mec qui était venu, qui s'était approché de nous, on allait au marché ou je sais pas où, tu vois. Et il est venu, il a dit, ouais, vous n'aurez pas 2 francs. Et elle lui a dit, quand je repasserai, je te donnerai une baguette. Le mec, il a même pas calculé, genre, je m'en fous de ta baguette. Et elle m'a expliqué le concept, tu vois. Elle m'a dit, en fait... Il va aller chercher de l'alcool avec. Il veut pas manger, il veut aller chercher de l'alcool. Et c'était vrai, il avait vraiment... Enfin, c'était vrai, on sait rien, mais il avait vraiment une gueule de... Laisse tomber, quoi. Et du coup, le concept du don, c'est que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu veux être certain que ce qu'il va en faire, c'est un truc bien, quoi. Sinon, tu donnes pas. On est bien d'accord. Bien. Et c'est pour ça que très peu de gens font des dons, parce qu'ils se disent, oh... Qu'est-ce qu'il va faire avec ma thune, franchement? Hein? Il va aller à Gur Kebab, il va se prendre un galetier sauce andalouse sans oignon, c'est ça? Eh bien oui, exactement. Parce que c'est mon carburant, vois-tu. Une voiture. T'imagines tous les matins, tu vas voir ta bagnole, tu la regardes comme ça. Aujourd'hui, je ne donnerai pas d'essence, hein, ça commence à bien faire. Hein. Oh, et t'as déjà bu 20 litres hier soir, on se calme un petit peu. Ouais, elle va te dire oui, pas de problème. Pas d'essence, pas de problème. Mais n'essaie pas de démarrer parce que je vais rester là cloué sur place. Bah moi c'est pareil, tu vois. Si j'ai pas mon petit kebab, comment je fais pour vivre? Il me faut mon carburant, il me faut ma galette. Poulet, sauce andalouse, petit supplément cheddar, bien enroulé, bien galbé. Putain de merde, en cône. Quand tu le déballes le haut, hein, quand tu le déballes le premier croc. Oh, souvent il y a la tomate au-dessus.
Un premier, c'est trop bon. C'est extraordinaire. C'est bon. Eh oui, eh oui. Donc là, tu fais un semblant de droiture. Ils doivent être comme ça. Voilà. Le point Moreau. Le point Moreau. L'île du docteur Moreau. Eh oui. Le 1. J'ai déjà expliqué 3 milliards de fois, mais pour justifier que la caméra est allumée. Tu vois, ici, tu as un chiffre. Tu arrives à le voir, le chiffre? Ouais. En fait, tu as 7 paliers. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dans cet ordre-là. C'est en W, en fait, comme le nombre de cylindres. Sauf que bon, 7, il n'y a pas 7 cylindres, mais le 7e palier se trouve ici. Et la flèche, c'est toujours côté poulie d'ampère. Parce que dans leur tête, le cylindre 1, c'est toujours côté distribution. Le VR6 faisant l'exception d'avoir sa distribution côté... Enfin, je dis le VR6 faisant exception. Là j'ai tous les TDistes. Ouais, tu dis n'importe quoi. Moi, son TDI, la distri, elle est côté boîte. J'aime bien rouler à 12 litres au 100 de mazout. Qu'est-ce que tu mets dans ma bouffe? Ça tombe, tu me drogues depuis des années? Non? Mais non, on peut te droguer, non? Je sais pas, on va maintenir sous ta coupe. Déjà que j'ai pris au moins 60 kilos. J'ai compris que tu voulais m'envoyer des messages, mais à un moment donné, il faut en envoyer un. Faut que tu essayes de les regrouper, mon grand. Non, mais ça, c'est pour attirer mon attention, tu sais. Je t'envoie un message, puis j'en envoie un deuxième, puis je rappuie sur entrée, puis un troisième, puis quatrième. Puis après, ça m'énerve, donc les gens, je les bloque. Ouais, il m'a bloqué, il a pris la grosse tête. Maintenant qu'il a des abonnés. Ah oui, c'est vrai que les abonnés, j'ai... Oh là là, c'est très utile dans la vie des abonnés. Hein, quand j'ai eu un problème de PC, là, et que je l'ai dit à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, je dis, ouais, tu vois, je suis emmerdé avec mon ordinateur. Ah, pas de souci. Et bah, dès que t'as plus de soucis, tu pourras me donner la procédure, alors, hein. Dès que ton problème sera réglé par le Saint-Esprit, tu pourras m'aider. Hein? Il n'y a pas un seul qui a bougé son cul. Toujours le même qui bouge son cul. Hein? Et Christophe? Ah oui, comme d'habitude. Je dis pas que les autres c'est des connards de profiteurs, hein. Je dis juste que voilà, à un moment donné... Abonnés, c'est bien les abonnés, mais ça sert à Wells. Hein. Ça n'apporte rien dans la vie, donc faut arrêter de dire que les gens ils prennent la grosse tête, je sais pas quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ouais. Eh oui. Moi ce que je dis c'est Lorenzo, calme-toi, reprends l'entraînement, reprends la diète, et essaye de nous gagner quelque chose, un petit peu quelque chose. Hein, parce que tu étais champion de France. Ouais. T'imagines Lorenzo, il aime bien ma chaîne de vidéos. Il doit être dégoûté que je fais des répliques à Yoda là. Il doit se dire putain t'es un enculé et tout. Mais Lorenzo je t'aime bien, j'aime tout le monde moi. Même les... Tout. J'aime bien tout le monde. Les embrouillards, les qui tu veux. Parce que sur cette planète, il faut de tout pour vivre. Hein. C'est comme ça. Tac. Ouais. Le gamin il est heureux. Je sais pas ce qu'ils lui ont donné, mais... De la drogue, certainement. Tic. Et voilà. Plein d'huile dedans. Il n'y a plus qu'à serrer tout ça. Au coupe. Serrer au coupe. L'opération de repose des arbres à cam est assez délicate dans le sens où... Bien évidemment, dès que tu poses l'arbre, vu que les soupapes sont en place et que etc., les cames, par exemple comme celle-ci, la came elle est dans le sens où elle pousse le poussoir, donc elle pousse la soupape, on est bien d'accord. Et encore là, on est sur des poussoirs non amorcés, donc qui sont, entre guillemets, faciles à comprimer, tu vois. Par contre, quand ils sont bien durs, t'es un peu foutu, tu vois. Par exemple là, ici, quand tu serres, ça pousse et du coup,
T'as un peu de mal à mordre le filetage. Parce que tu avais vu tout à l'heure quand on a posé l'herbe et qu'on a commencé à mettre tous les bazars, il n'y a aucun filetage qui était accessible. Donc il faut vraiment serrer, il ne faut pas serrer comme un bœuf au pif. Il faut toujours se dire que l'arbre à cam, lui, il doit avancer sur toute la longueur, tu vois, uniformément. Si on commence à serrer à mort ici, en se disant, bah tiens, bah, ces filetages-là, vu qu'ils sont accessibles, je vais d'abord serrer ça. Non, non. Il faut serrer un petit peu, histoire de faire apparaître celui-là, puis ensuite tu serres un petit peu celui-là. Dès que ça apparaît, hop, tu remets l'autre. Et tu essaies de faire une uniformité, tu vois. C'est comme tout, hein. Si tu serres, après ça va se mettre en coin. Ah ouais, quand tu vas serrer celui-là, ça va y aller. Mais sauf que tu vas faire une putain de contrainte et peut-être une marque dans l'aluminium ici. Et après, ça, c'est le début de la fin, quoi. Et bien sûr, ça, on ne s'en rend même pas compte au montage, ni au démarrage, ni rien. Hein. C'est les kilomètres qui parlent. Hein. Puis après, tu as des chutes de pression d'huile, tu sais pas pourquoi. Un moteur, c'est un tout. Un moteur, c'est un tout. Bon, bah, moteur assemblé, culasse en place, arbre à cam, tout bazar, machin truc, quoi, distribution. Alors, distribution, j'ai pas filmé, hein. Distribution, j'ai pas filmé, tu sais bien que c'est du vu et archi revu. Hein. J'ai mis un petit coup de propre, mais j'ai pas fait peinture, etc. Norman m'a dit de ne pas passer trop de temps là-dessus. Il y a un truc qui me bouleverse un petit peu avec le sujet Norman. Il faut que je vous en parle parce que faut que je vous en parle en fait. En fait, pourquoi est-ce que je vais commencer à rentrer en justification? Il y a des personnes qui sont abîmées par des mauvaises expériences, tu vois, et qui n'ont plus aucune confiance en personne. Je pense que Norman fait partie de ces gens qui sont esquintés des garagistes, etc. Et ça se comprend tout à fait. Il faut quand même se mettre à sa place. 10 ans avec une panne que personne ne trouve. 2 joints de culasse changés successivement. Et dernièrement, ça on l'a appris, tu sais, avec le temps, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est-à-dire que tôt ou tard, quand quelqu'un te ment, tu finis par le savoir. Donc le mensonge, en fait, ça sert pas trop à grand-chose, quoi. Un des intervenants sur ce moteur, en fait, voulait faire main basse dessus. Il s'était mis en tête qu'un 2,9 litres, c'était un moteur extrêmement rare, introuvable. Et il lui avait proposé, bah tiens, bah, ton moteur, il est vraiment foutu, je te mets un 2,8 litres à la place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Norman, bah, il avait des doutes, il se disait, putain, est-ce qu'on essaie pas de me la mettre à l'envers, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, malgré coupable de tout, malgré ma transcendance d'honnêteté, malgré, Norman est quelqu'un qui accorde très peu sa confiance, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est vite le résultat. Je veux que ma voiture elle roule. Je veux faire mes 200 000 km pour me prouver que tout va bien. Et après, éventuellement, tu pourras peindre le moteur si tu veux. Parce qu'à chaque fois, rappelez-vous, dans la première partie, quand j'ai découvert que les coussinets ils étaient complètement morts, et je veux dire que heureusement qu'on a démonté ça. Hein, sinon, là, au bout de 20 000, c'était raide. Hein. Il m'avait dit non, faut pas passer de temps là-dessus, faut plutôt faire la culasse. Et je m'étais dit putain, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il est con ou quoi machin. Mais j'ai compris maintenant. J'ai fini par comprendre. Et j'avais déjà connu des gens comme ça dans le passé qui ont perdu toute confiance en tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un résultat rapidement et que ce résultat dure dans le temps. Et après seulement, ils vont commencer à se détendre, ils vont se dire putain, c'est bon. Ça y est. Je me sens mieux, en effet, tous les mécanos ne sont pas les enculés. Alors moi, bien évidemment, c'est pas parce que je vais lui faire un moteur qui va tenir dans le temps que ça va sauver l'honneur des mécanos. Je n'en suis pas un. Je suis juste un passionné de voiture. Voilà, mais tout ça pour dire que voilà, je suis un peu triste de pas faire un truc super propre sur ce moteur, tu vois. Il veut pas, je vais pas le forcer. Il m'a dit non, t'embête pas, remets ça d'origine et tout. Je comprends très bien. On va faire ça, et puis peut-être qu'un jour on se reverra pour un truc bidon, et puis on refera un super full sur cette voiture là, tu vois. L'avenir nous le dira, camaradier. Putain de merde. Je viens de quitter une aire de repos. Je sais pas, en fait j'ai dû tomber de fatigue certainement. Et je suis venu me stationner dessus in extremis. Mais laisse tomber quoi, je viens de me réveiller en fait sur une aire de repos. Oui, alors petite leçon de vie hein, qui n'a pas forcément de lien avec le sujet de la vidéo là.
En fait, si tu veux, la Suisse étant très loin du nord de la France, j'ai eu beaucoup d'heures de route pour arriver. Je voulais arriver le matin chez Norman vers 10 h comme ça. Donc j'ai roulé la nuit et tu sais, tu as des phases de fatigue et tu essayes de lutter en te disant ça va passer, machin truc. Je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit là. En fait, j'étais en train de conduire, j'étais en train de rouler. Je roulais. J'ai eu un espèce de trou noir et je me suis réveillé dans la voiture, moteur éteint, sur une aire de repos. Je me souviens pas de m'être arrêté, je me souviens pas d'avoir trouvé la place là où j'étais stationné, je me souviens de rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand très certainement dans une fatigue ultime, j'ai dû aller me laisser crever comme ça sur une aire de repos sans même. Je pense que bon, tout le monde le sait, hein, je ne vais pas vous faire une morale en 2021. Je pense que tout le monde est au courant que quand on est fatigué, il faut dormir, tu vois. Ça existe depuis des années, les gens en parlent. Mais moi, je te le dis, j'aurais très bien pu faire des tonneaux avec le moteur de 195 kg derrière qui m'aurait broyé la tête contre le pare-brise. Je te laisse imaginer le truc. Voilà. Donc, faut quand même être assez prudent là-dessus. Ah, Je pensais que tu voulais que je bouge. Non, je veux pas que tu bouges. Alors, t'es heureux de le revoir ton moteur ou pas? Ah, il est super beau. Bah non, justement. Il est pas aussi beau que... il a pas la finition ultime, quoi. Ah ouais, je voulais pas le peindre. Bah, alors, il a été peint quand même en noir, Ouais. mais la culasse, tout ce qui est alu, ça n'a pas été fait, quoi. Ouais. Mais bon, c'est tu m'as demandé un truc propre, c'est un Parce truc que propre. normalement, c'est quelle couleur? Ah bah ça, je te le mets en gris de ouf, ça aussi. D'origine, c'est quoi? C'est comme ça? Non, c'est noir. Mais là, il y avait de l'oxydation ici, Ouais, j'ai vu là, un peu partout, quoi, tu vois. Voilou. Bah, c'est bien propre. Bon. Alors, ce que je disais à mon public, mais tu le verras toi dans la vidéo, parce que je vais pas te montrer le rush, sinon ça va te casser ta petite surprise. Je pense que tu as besoin, dans un premier temps, de te refamiliariser avec la fiabilité de cette voiture, pour éventuellement, peut-être un jour, ou pas, partir sur un truc hyper beau, hyper quali, repeint, machin truc, quoi. Bah, ouais. Je pense que ta priorité, c'est de rouler, c'est ça? T'as perdu toute confiance On va dire en tout. en 2021, en 12 ans, j'ai toujours roulé la peur au ventre, quoi. Parce qu'à chaque fois, d'un coup, elle s'est mise à fumer, les durées de killage, les joints de culasse à répétition. Ouais, Et là, j'espère que ça va bien se passer. Ouais. bah écoute, bah ça ne peut que, tout est neuf. Après, il y a une grosse période de rodage, mais ça on en parlera après entre nous. Et puis voilà quoi. Bon, alors ici, boîte de vitesse d'Emaware, c'est assemblé. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est on va le remplir d'huile, ce gros malin, puis on va l'amorcer. Pour éviter de démarrer avec une chaîne qui ballotte. Donc je vais te filmer ça juste après. Donc on remplit d'huile, on met le booster et je te fais une petite démo. Voilouf. Tac 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 tac. On y vague. Tu vois la chaîne au début elle est détendue comme ça. Et tout doucement elle va se retendre avec la pression d'huile. Tu vois il y a plein d'huile dessus. Donc ça c'est que le tendoir derrière là, enfin la grosse vis tendeur ici là. Bah c'est bon, elle est bourrée d'huile, tout est bien tendu, c'est parfait. Putain, le câble il est chaud, bah j'ai pris une petite section, ça doit être du 1.5 non? Bon bref, peu importe. Voilà, donc on démonte tout. Voilà, c'est amorcé. Bon bah c'est prêt à être installé. Alors ultra souffrance, hein. Il a fallu retirer les cardans, bien évidemment, parce qu'ils posaient problème, ils étaient là tout pendouillants. Et bah regarde. Quelqu'un a eu la royale idée de mettre du Loctite. Donc du bleu, mais enfin du Loctite quand même quoi. Dans les cannelures, regarde. Donc merci Xavier, hein. Xavier, un comparse à Norman, qui est venu, le pauvre, il a transpiré pour retirer ces saloperies, mais c'est incroyable quoi. Quelle idée de mettre, enfin je sais pas, faut vraiment être cinglé pour mettre du frein filé sur des cannelures de cardan, enfin je sais pas. Alors, je vais porter une accusation qui est assez grave, mais qui ne concerne pas tous les garagistes et tous les mécaniciens, en tout cas de France, hein, parce que du monde, on s'en tape. Mais de ce que j'ai constaté, moi personnellement, du retour d'expérience que l'on m'a transmis, donc des retours d'expérience des personnes, j'en conclus qu'il existe certains garagistes qui veulent faire main basse
sur certains véhicules dits sportifs. J'ai constaté ça chez... voilà, je ne veux pas commencer à donner des noms parce que après les gens peuvent porter plainte pour diffamation. Quoique, avec tous les éléments qu'on a, on est en mesure de prouver que ces gens-là, on voulait vraiment... y a du sabotage volontaire. Hein. En fait, il y a des gens qui déposent leur véhicule chez des garagistes et alors soit ils se retrouvent avec des devis de timbrés, soit le véhicule, le mécanicien va le démonter de telle sorte que tu es obligé de payer une grosse facture pour au moins le remettre dans le même état dans lequel toi tu l'as rapporté. Exemple, alors là, bien sûr, le garagiste qui est intervenu sur le véhicule de Norman va peut-être se sentir visé, mais je ne parle pas forcément de lui, mais j'utilise cet exemple pour illustrer mon propos. Le moteur de Norman était complètement démonté en vrac. Pour une raison qu'il ignore, du Loctite est apparu en grosse quantité sur les cannelures de cardan. Ça c'est, je ne veux pas dire c'est du sabotage pur, mais ce sont des petites techniques qui font que tu es ensuite très emmerdé avec ta voiture. Il existe des gens, faut savoir une chose, Je sais que je vais me ramasser plein de dislikes avec cette petite partie, mais faut que je le dise, Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Les gens vont crier au scandale, mais c'est pas parce que votre profession est infestée de brebis galeuses que vous devez prendre leur défense, hein, les gars. Hein. Au contraire, vous devez massacrer les gens qui infestent votre profession et font que la majorité des personnes pensent que tous les garagistes sont des escrocs. Si t'as pas compris ma phrase, tu fais marche arrière et tu réécoutes. J'ai pas que ça à foutre que de simplifier en mode CE2 mes phrases pour que tu les comprennes. Donc ce que j'ai dit, c'était bourré de sens et ça allait dans ta défense, d'accord? Donc commence pas à me faire chier. Il y a des garagistes qui ne voient passer de leur vie que des diesels, des crottes de nez, des merderies. Les choses qui tombent le plus souvent en panne d'ailleurs. Après, de temps en temps, ils peuvent voir en effet des véhicules un petit peu sportifs, prestige, machin, luxe, ceci, cela, pour des entretiens classiques, parce que ce sont des véhicules qui tombent soit rarement en panne, soit parce que les passionnés qui les possèdent interviennent eux-mêmes dessus, donc ils n'ont pas forcément besoin de les déposer chez les garagistes, sauf pour des parallélismes, des recharges de clim, voilà, des choses qui nécessitent des appareillages, des outillages qu'on ne possède pas en tant que particulier chez soi. Mais pour ce qui est des vidanges, des choses, des changements de plaquettes, tu te doutes bien que le propriétaire de la Mégane 3 RS, généralement, il est autonome pour faire son changement de plaquette, tu vois. Enfin, je dis ça, j'ai peut-être pas pris le bon exemple, le bon véhicule. Mais t'as des garagistes qui, comme ils voient régulièrement passer des crottes de nez, quand ils voient un petit peu une sportive comme ça, fort kilométrée, tu sais, avec... dont on sait que la valeur Argus est basse, parce que soit elle a beaucoup de kilomètres, soit son état est fortement délabré, tu vois. Ben, il se dit quoi? Tiens, je vais écœurer le client de sa bagnole pour essayer de la récupérer. Oubliant complètement que s'il veut un véhicule, il y a les sites d'annonces. D'ailleurs, en tant que professionnel, ils ont aussi accès à certains marchés. Parce que nous, en tant que particuliers, enfin nous, les particuliers n'ont pas forcément accès à certaines ventes qui sont réservées aux professionnels. Donc c'est généralement les gratte-cul qui n'ont pas envie de se faire chier, qui attendent gentiment que le poulet leur soit servi dans l'assiette. Hein. J'ai plein d'exemples en fait là. Mais quand je te dis plein, c'est pas une dizaine, des putains de listes énormes de gens qui ont essayé de se faire banane leur bagnole par des garagistes. Et ça, c'est prouvé ça. Pourquoi je parle de tout ça? Norman, son véhicule, on a découvert plein de choses, des pièces qui étaient complètement pétées, un espèce de sabotage, enfin... Et surtout, on a découvert par la suite que, je sais pas si j'ai déjà dit ou si je vais le dire après dans la vidéo, le garagiste a voulu récupérer le 2,9 litres pour le revendre, tu vois. Et foutre un 2,8 litres d'occasion dedans à la place. Voilà. Et ça, c'est que le cas de Norman. Si je te raconte le cas des autres, il y a des similarités, etc. Le but étant soit de carotter le client, soit de lui détourner sa bagnole, soit de la racheter à 500 balles. Voilà. Je sais pas si tu as compris ma petite plaidoirie, mais... à quoi ça sert tout ce que je viens de dire? Bah, la prudence, soyez prudents, faites attention. On va y arriver, je te dis. On va y arriver, je le sens. Je le sens. Ouais, il y avait beaucoup de pièces qui étaient pétées, tout ça. Il a fallu refaire des commandes et tout. Enfin bref. Et encore, c'est peut-être pas ma dernière visite. Là Normal, il va faire une crise cardiaque. Il se venge sur les mouches, il leur fait... Alors, pourquoi j'ai mis cette caméra? Voici le collecteur d'admission 2,9 litres.
Voilà, donc en fait, si tu veux, ici, bah, la cavité est pleine, tu vois. Il n'y a pas les creux, il n'y a pas ceci, cela. Et le papillon, bah, c'est pareil, au lieu d'avoir une petite bosselette qui éventuellement participerait à faire une obstruction, bah là c'est tout droit. Voilà ce qui fait l'espèce de rareté du 2,9 litres. C'est pipe d'admission, arbre à cam, papillon et les 82 mm d'alésage, quoi. Bon alors, on va essayer de la mettre en marche avant de remonter le reste et de faire un montage propre, parce que là on a fait vraiment pour dire que ça démarre. Enfin bref, on sait que ça va démarrer, mais bon, c'est toujours un peu le... Je sais pas comment t'expliquer, il faut que ça démarre d'abord. Du coup, Norman, tu démarres et surtout tu n'accélères pas. Même si tu vois que ça ne se lance pas, la pédale tu ne touches pas. Moi je vais mettre un petit peu de produit pour assister son démarrage, mais pas trop. Et vas-y, lance le démarreur, on verra bien de toute façon. Pas le booster là. Ah merde, exact. Bien, putain, hey. Monsieur m'apprend des choses. T'as vu des cadeaux ça? Bon. Vas-y. Ah, les poussoirs, ils sont pas amorcés, hein. Les poussoirs hydrauliques sont désamorcés. L'arrêter, c'est bon. En fait, t'avais les yeux rivés sur ma bouche jusqu'à temps que je dise stop. Le mec était pas à l'aise du tout, tu vois. C'est surtout la fumée moi que j'ai vue. Mais t'as vu tout ce qu'on a mis sur les goujons pour les débloquer l'échappement? Tout ça, faut que ça s'évapore maintenant. Tu as entendu le moteur claquer à mort. Ce claquement, c'est dû aux poussoirs hydrauliques qui ne sont pas amorcés. La procédure d'amorçage que j'ai faite préalablement avec le démarreur et le booster branché sur le démarreur, c'était simplement pour que les tendeurs hydrauliques de chaîne soient remplis d'huile et poussent la chaîne convenablement, parce que comme tu as pu le voir, la chaîne elle ballottait entre les deux arbres à cam et au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, la tension par les tendeurs d'huile là, hydraulique ont fait que la chaîne était bien tendue et qu'elle ne ballottait plus. Cependant, les poussoirs hydrauliques sous les arbres à cam mettent beaucoup plus de temps à s'amorcer parce que les trous sont plus fins, etc. Donc c'est beaucoup plus long. Et surtout, ça ne s'amorce pas au régime de ralenti. Il y a une procédure d'amorçage pour les poussoirs, c'est 2000 tours, 2 minutes, moteur chaud bien évidemment. Le non-respect de cette procédure d'amorçage, enfin le non-respect, il faut que je m'exprime convenablement. Si tu n'amorces pas les poussoirs, le moteur va claquer. Comme tu peux l'entendre là, déjà au ralenti, il claque très très fort. Faudrait, en sachant que plus tu montes dans les tours, plus ce claquement s'intensifie. C'est pour ça que quand tu fais la procédure d'amorçage, à 2000 tours pendant 2 minutes, tu te dis merde, ça va péter ou quoi? Une fois, j'ai refait un moteur pour quelqu'un, et ce quelqu'un m'a dit non, c'est bon, t'inquiète, je vais gérer la mise en marche et tout. Donc je lui ai donné les préconisations, je lui ai expliqué. Je lui ai dit attention, ça claque, il y a une procédure pour amorcer le bazar. Tu dois laisser chauffer le moteur parce que la pression d'huile étant bien plus importante lorsque l'huile est froide, entre guillemets, c'est-à-dire quand elle est inférieure à 80 degrés, la pression d'huile est plus importante parce que l'huile est beaucoup plus visqueuse, plus pâteuse, tu vois. Donc il faut d'abord attendre que l'huile s'affine par la température pour ensuite procéder à un amorçage digne de ce nom. La personne en question n'a pas respecté ce délai. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la peur du claquement ou que sais-je. Il s'est dit tiens, je vais mettre plein pied dedans, moteur neuf, hein. Je vais mettre plein pied pour voir. Peut-être que ça va l'amorcer à 6000 tours. Tu veux voir les résultats de cette décision? Voici les photographies. Voilà. Moteur neuf, baiser. Baiser parce que quelqu'un n'a pas eu la patience de respecter une procédure, tu vois. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'automobile et qui pourtant sont dans le domaine de l'automobile, ce qui est fort dommage. Sans périple en triomphe, sans gloire. C'était ça. Du coup,
Il y a eu des périples. Alors, peut-on les citer, ces périples ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu les durites, qui étaient pas bonnes. Ah là là, les durites. Les durites. En fait, t'as pris un pack de... On m'a pris un pack parce que. Ouais, on t'a pris, bon, enfin... Moi, j'ai pas pris d'initiative, hein, bien sûr. Un pack de durites de Golf 3. Donc le Golf 3, précisons que la durite du bas du radiateur n'a pas le même diamètre. Elle est plus fine sur le Golf 3 et plus grosse sur Corrado. Donc c'est à dire que la durite ne rentrait pas dans la tutude du radiateur en bas. La forme aussi. Celle du haut, bah ça tout le monde le sait, ça ne passe pas non plus. Donc on a dû magouiller. Quoi d'autre encore? Bah monsieur ici même, qui avait pour mission de déboucher le radiateur de chauffage, ne l'a pas fait, forcément. Donc, mais c'est pas grave, tu vas revenir à la maison, on va faire ça tranquillement. Et quoi d'autre? Il y a eu d'autres trucs. Il y a du riz d'eau, il y a eu le radiateur chauffage qui est plein de maillots, qui est bouché, mais il n'est pas mort, semble-t-il. Donc il faudra... Si quelqu'un a une technique, on est preneur, il faut qu'on débouche le radiateur de chauffage avec un solvant, un produit, quelque chose. Bon, la technique, techniquement, on sait comment faire, il faut mettre 2 tuyaux et puis pousser avec un tuyau d'arrosage ou quoi que ce soit. Par contre, est-ce qu'il faut un détergent? Qu'est-ce qui peut dissoudre la mayonnaise, quoi? Ça serait intéressant de le savoir. Voilà. Donc bah, là, t'es parti pour un petit rodage sympatoque. Donc je te décrirai les étapes. Je pense que c'est une très bonne chose que ce moteur ait été démonté intégralement parce que les coussinets, on l'a vu dans la première partie, dans la première vidéo, les coussinets étaient raides. Et il y a eu un code défaut, donc je l'ai pris en photo, je l'ai fait apparaître. Voilà, régime moteur dépassé. Je sais pas si t'as fait un rupteur trop énervé ou quoi, mais Moi, de toute façon... quelques-uns, hein, comme tout le monde, mais après, énervé, je suis resté dessus une heure, quoi. Est-ce que le mec d'avant, il respectait pas les temps de chauffe? Est-ce qu'il tapait dedans à froid? On sait pas trop. Toujours est-il que si on n'intervenait pas sur les coussinets, t'étais parti pour rincer le moteur, sans le savoir d'ailleurs, pour les prochains kilomètres. Donc là, t'es reparti à zéro, tout va bien. Je suis bien. Et c'est une histoire qui se termine plutôt sympathiquement. Le petit mot de la fin, t'as envie de dire quelque chose? N'importe quoi. Bah merci, hein. C'est tout? Merci. Voilà. Bon, bah là, t'es parti pour la souffrance du rodage. Et crois-moi que c'est une vraie souffrance, je te le dis. J'ai vu ça, déjà, un Oh, petit putain, peu, là, sur ouais. la... Ah, puis, ouais, les... prochaine étape, monter les jantes aussi, quand même. J'aurais bien monté. Exactement, alors on peut faire un petit... Look at that. Bon là, ce sont des vrais de archivrés, hein. C'est pas des copies, je sais pas quoi, c'est vraiment... C'est très impressionnant d'en voir une vraie, parce que surtout de l'intérieur, en fait, l'intérieur du... Mais elles sont neuves ou quoi? Ou tu les as faites restaurer? Restaurer, ouais, putain. Bah ça, c'est ces jantes-là qui devaient être installées sur les Corrado quand ils sont sortis de concession. Voilà, bon moi. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voici l'exactitude du proverbe que Norman nous a révélé quelques secondes avant la finalité de cette vidéo. Et ce proverbe vient ponctuer un petit peu ce vidéogramme que je classe dans les vidéogrammes d'analyse technique et scientifique des moteurs un peu malades. Voilà, vous allez voir de plus en plus de vidéos comme celle-ci. La véritable première vidéo d'analyse technique et scientifique, c'était cette vidéo-là. Voilà, où j'ai analysé un moteur de soi-disant presque 800 chevaux, etc. mais qui s'est révélé, voilà. Si tu l'as pas encore vu, je vais pas te spoiler le truc, mais si tu l'as vu, bah, c'est déjà très très bien. Si tu étais venu ici par hasard et que tu aimes bien ce genre de vidéos un petit peu à caractère scientifique, technique, abonne-toi à cette chaîne parce que, à vrai dire, je vais m'orienter uniquement vers ça. Les tutoriels, bon voilà, ça commence un petit peu à étouffer le monde, tout le monde commence à en faire. Voilà, camaradier. Je te laisse. Si jamais tu as un véhicule qui est malade et que, entre guillemets, tu as une panne récurrente que personne ne trouve, etc. ou alors que tu veux mettre en lumière, faire savoir au public mondial qu'il existe une maladie sur une motorisation ou sur un modèle de véhicule, tu m'en fais part. Si j'estime que ça peut intéresser mon public, eh bien on se rencontre, on discute de la chose et on fait un vidéogramme sur le truc, ce qui permettra peut-être de sauver certains véhicules. Voilà, camarades. Bonne continuation, bonne vie, et amusement total et complet.